Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la base des injections SQL. Alors, j'ai trouvé que cette vidéo était pertinente, elle était même nécessaire avant de nous lancer sur la vidéo SQL Map en profondeur. Parce que j'avais fait la vidéo, alors pas la vidéo précédente, mais il y a deux vidéos, je crois. J'avais fait SQL Map en bref, qui présentait un petit peu l'outil et qui allait introduire justement la grosse vidéo qui allait arriver plus tard, qui s'appelle SQL Map en profondeur, dans laquelle on verrait, enfin dans laquelle on verra toutes les options. Alors pas toutes parce que encore une fois, comme avec Nmap, c'était juste pas possible de tout faire, mais les options les plus utilisées et les plus pertinentes pour utiliser SQL Map du mieux possible. Donc j'ai trouvé que avant de parler de SQL Map, fallait peut-être comprendre ce que c'était que les injections SQL. Et c'est pour ça que cette vidéo arrive. Donc, normalement, SQL Map en profondeur, ce sera la prochaine vidéo, je pense, qui prendra pas mal de temps. Mais ici, aujourd'hui, on va voir la base des injections SQL. Alors, avant de commencer, je refais un petit point juridique. Je sais que c'est redondant au niveau de mes vidéos, mais c'est vraiment nécessaire. Vous n'avez pas le droit d'effectuer de pentest ou même de tentative d'intrusion, de scan, ce genre de choses, sur des machines, sur des serveurs qui ne vous appartiennent pas. Vous pouvez avoir de gros problèmes qui peuvent aller jusqu'à une amende et même de la prison. Je vous invite, comme à chaque fois, à retourner voir au niveau de la loi Godefrein. Je pourrais mettre les liens dans la description. Donc vraiment, faites sur des appareils, sur des machines, des serveurs qui vous appartiennent ou bien dont vous avez l'autorisation explicite du propriétaire. Ici, je suis sur un container Docker sur ma propre machine, donc j'ai le droit d'attaquer. Et c'est une application qui est faite justement pour ça, pour qu'on puisse attaquer, pour qu'on puisse la casser. L'application, c'est DVWA, Dame Vulnerable Web Application. C'est une application, comme son nom l'indique, volontairement vulnérable pour qu'on puisse s'entraîner dessus. Donc là, ici, c'est pour des failles web. Si vous voulez voir comment on fait pour l'installer et comment s'en servir, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne, donc c'est la vidéo juste avant celle-ci, qui donc elle dure une vingtaine de minutes, je crois, dans laquelle je vous montre comment, via Docker, installer votre propre instance de DVWA en local chez vous. Donc comme ça, si vous voulez faire par la suite les mêmes manipulations que moi, vous pourrez et vous ne serez pas perdu. Donc on va se connecter donc avec admin dessus, password. Ça c'est les mots de passe par défaut. Vous pouvez les changer si vous voulez. Et nous, ce qui nous intéresse, alors déjà, on va changer la sécurité, on se met en low, voilà, on y est déjà, ok. Et nous, ce qui nous intéressera, c'est la partie injection SQL. Ok, donc on arrive là-dessus. Avant de rentrer dans les détails, on va déjà devoir parler un peu du langage SQL. Parce que qui dit injection SQL, dans injection SQL et SQL, qu'est-ce que c'est? C'est un langage de programmation. Alors, est-ce que c'est vraiment de la programmation? Non, pas tellement. C'est un langage qui va nous permettre d'interagir avec des bases de données. Donc, SQL, c'est utilisé avec différentes bases de données. On pourrait citer par exemple MariaDB, MySQL, il y en a d'autres. Postgre aussi. Euh, alors, est-ce que Postgre c'est du SQL ou du NoSQL? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a différents langages. Il y a le SQL en fait partie. Il y a le NoSQL, qui est un autre langage aussi pour interagir avec certaines bases de données. On n'en parlera pas ici parce que c'est pas le sujet. Mais c'est quand même important de connaître les bases du langage SQL, les mots-clés, comment on les utilise, comment ça s'organise. Donc, par exemple, tout ce qui est les mots-clés comme select, insert, delete, update, union, voilà, tout ça c'est utile et ça nous sera nécessaire de savoir les utiliser pour ensuite faire des injections SQL. Si vous ne savez pas par où commencer, alors là ça c'était ma vidéo, je vous invite à aller la voir si vous voulez installer des VWA via Docker. Et si vous ne connaissez rien en SQL, je vous invite d'abord à, avant de commencer à tenter de faire des injections SQL parce que vous ne comprendrez rien, prenez le temps, c'est extrêmement important, prenez le temps d'apprendre les bases et de savoir ce que vous faites. Pour ceci, je vous conseille la playlist de formation vidéo, donc Jason Champagne. Donc formation vidéo, vous êtes très certainement déjà tombé dessus, c'est une chaîne YouTube qui fait plein de cours sur... Alors c'est vachement lié quand même à l'informatique, mais il se diversifie pas mal, il y a vraiment des cours pertinents et très intéressants. Donc ici, c'est une playlist qui fait 22 vidéos et qui vous apprend les bases du langage SQL, comment on l'utilise, donc l'introduction, comment installer une base de données, comment configurer l'encodage, ensuite comment le stockage fonctionne, très important, comment gérer la base, les tableaux, voilà, les contraintes, tout ça, lecture de données, comment lire des données, comment filtrer des données,
Voilà, grouper les résultats, les jointures, donc là c'est les trucs union et tout, les sécurités, voilà. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps, prenez des notes, c'est extrêmement important pour la suite si vous voulez être performant et réussir à faire des injections SQL. Maintenant que c'est dit, hop, je mettrai comme à chaque fois les liens de toutes les ressources dans la description, donc vous pourrez aller voir. Donc ici on arrive sur notre page SQLi, SQL injection. Ok. Alors j'ai un petit peu modifié l'application, donc le code PHP, pour afficher la requête qu'on fait. Donc là par exemple si je mets, là on nous demande de rentrer un identifiant utilisateur. Si par exemple je mets le 1 et que je submit, ici, normalement, ça m'affiche que ça. Moi, j'ai modifié un peu le code PHP pour que ça affiche également la requête, pour que ce soit plus facile pour vous, enfin, surtout pour moi, pour vous expliquer la tête que a la requête. Donc, on peut voir que si, par exemple, je mets 1, normalement, il nous ressort ça. Il nous ressort que l'identifiant, c'est 1, le first name, c'est admin, et, enfin, donc le prénom, c'est admin, et le nom de famille, c'est admin. Ok. Alors, je vous ai pas expliqué, mais ici, le but, ça va être de récupérer le mot de passe de l'administrateur dans la base de données. Donc là, on peut voir qu'il n'est pas affiché. En théorie, on ne sait pas qu'il existe. Mais bon, si c'est quelque chose, par exemple une page de connexion, on est censé savoir que derrière, il y a une page administrateur. Donc, ici, la toute première chose à faire, donc une injection SQL basique, c'est euh, donc là, on peut voir que la requête, si je fais un 1, donc utilisation normale, là je ne tente pas de faire d'injection SQL. Première étape, j'énumère, j'essaye de voir quel est le comportement de l'application, comment ça fonctionne, et qu'est-ce qui se passe si je rentre différentes choses. Ici, on peut voir que si je rentre 1, la requête qui est faite, c'est la suivante. Donc l'application va faire un select first name et last name. Donc select, ça va afficher, ça va nous sélectionner la première colonne qui s'appelle first name dans la base de données, la deuxième colonne qui s'appelle last name, from, donc ça veut dire que ça vient de la table utilisateur, la table users, et ensuite on rajoute une condition, et donc tu vas m'afficher le first name et le last name de user quand le user ID est égal à ce que je mets, et ici j'ai mis 1. Si je mets 2, on peut voir qu'ici ça a changé, donc là ça va afficher le first name qu'on retrouve ici, le last name qu'on retrouve ici de la table utilisateur, pour lequel l'ID de l'utilisateur est égal à 2. Donc ici, on a bien mis un 2, donc dans la base de données, l'utilisateur qui a l'identifiant 2, on va afficher son first name et son last name qu'on retrouve ici. Ok, jusque-là tout va bien, c'est l'utilisation classique. On peut voir que si on met quelque chose qui n'existe pas, donc par exemple 0, il n'y a rien qui est affiché. La requête est bien faite, on a bien un select machin from 0, enfin where user ID est égal à 0, comme il n'y a aucun ID utilisateur qui est égal à 0, eh bien on ne peut rien afficher. Ok, ça c'est l'utilisation classique. Qu'est-ce qui se passe si on met des trucs un peu plus bizarres? Par exemple, le -1. Il se passe rien, il n'existe pas. Si on met quelque chose de très grand, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va aussi le prendre, mais il n'y a rien qui existe, donc il se passe rien. Ok. Maintenant, on va essayer de détecter si le champ d'entrée, il est vulnérable. Comment faire comme ça? Alors, soit on a le code source sous les yeux et on peut directement analyser ce qui se passe. Ici, normalement, on a une partie du code. Alors là, c'est moi, encore une fois, c'est moi qui l'ai affiché comme ça pour débugger, pour que ce soit plus simple pour vous expliquer. Mais en soi, on est. Donc là, c'est une application qui est volontairement vulnérable aux injections SQL. Donc on sait que c'est vulnérable, on sait qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Mais une application, on ne sait pas forcément au début qu'elle est vulnérable. Et pour tester ça, les injections SQL, il y a deux moyens de tester. Il y a, enfin, on va dire, une façon principale, c'est en mettant soit des double quotes, soit des simple quotes. Si ici, par exemple, je mets 1 avec une double quote, qu'est-ce qui va se passer? Je submit, on peut voir que ça n'affiche dont l'ID c'est 1 et ça remplace comme ça. Et là, effectivement, ça prend quand même en compte, donc c'est un peu bizarre. Pourtant, l'ID, j'ai mis 1 avec quelque chose derrière, mais il considère quand même que c'est le 1. Donc là, il l'affiche, et on peut voir que c'est remplacé par ça. Bon, là, on n'a pas d'erreur, ça paraît assez cohérent. Maintenant, si je fais la même, mais avec une simple quote, avec un apostrophe, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, en fait, là, il va faire, donc on peut mettre par exemple 1, hop. Là, il va faire un select first name, last name from users where user ID est égal à 1. Il va fermer la quote, donc normalement celle-là, par défaut, alors je vous refais hop, la requête classique, si on met 1, ça fait comme ça. Sauf que là, comme on en met 1, on fait 1 et qu'on en met une deuxième derrière,
là, il va y en avoir une double, et le code va pas se terminer correctement, parce qu'en fait, là, on va ouvrir la quote, on va enfin, on va mettre le 1, on va la fermer, derrière, on va en rouvrir une, c'est celle de base, on va la rouvrir, et derrière, on refermera jamais, donc ça va nous mettre une erreur. Si on fait submit, on peut voir que là, j'ai une grosse erreur qui nous dit, où il y a une exception au niveau de MySQL, code PHP, ma syntaxe n'est pas bonne, vérifier la version, machin bidule, et il nous dit, voilà, donc là il y a une erreur dans le code source qui se situe ici. Donc on peut voir que ici l'erreur déjà nous donne beaucoup d'informations. En tous les cas, si vous avez une, comment s'appelle, une erreur de ce type MySQL exception, ou MySQL exception, ou MariaDB exception, quoi, quelque chose qui casse l'application à un fatal error, il y a de très grandes chances que ce soit vulnérable à une injection SQL. Donc ici, on en apprend déjà pas mal, c'est que bah, ça a l'air de, juste la single quote, ça a l'air de provoquer l'erreur. Ok, on garde déjà ça en tête. On voit ensuite que apparemment, déjà, on a le code source, enfin, on sait où se situe le code source, donc ça nous permettrait potentiellement plus tard d'aller lire dans des fichiers. Donc si on sait que le code source est là, que la page par défaut est ici, peut-être que dedans il y a un password.txt ou quelque chose qui va nous permettre de remonter plus haut. Ou même si on veut remonter dans l'application, on sait qu'on se trouve ici. Donc on a besoin de faire deux points, deux points, deux points, et on est à la base de l'HTML pour aller par exemple lire des points .ht-access ou .ht passwd ou ce genre de choses. Donc ça nous donne vraiment des informations assez précises, assez utiles sur ce qu'on pourrait faire plus tard. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, on revient en arrière et on sait que quand on met ça, c'est vulnérable. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faut s'y connaître un peu plus en injection SQL. Et si on met ça, donc là, ça, ce sera remplacé par un, on ferme et on rouvre derrière. Mais le problème, c'est que si on referme jamais derrière, ça va poser problème. Si j'en mets une deuxième, qu'est-ce qui se passe? Si j'en mets une deuxième, ça passe. On n'a plus d'erreur. Pourquoi? Parce que ça, on peut voir que ça a été remplacé. Et du coup, là, on ouvre. Le 1, on le met dedans. Et ensuite, là, on ouvre la chaîne de caractères et on la referme instantanément. Alors, ça ne sert à rien, mais on peut voir que ça fonctionne et qu'on n'a plus d'erreur. Parce que la syntaxe maintenant est correcte. Et maintenant, grâce à ça, on va pouvoir injecter par la suite d'autres champs, d'autres choses que la fonction n'avait pas prévues à la base. Par exemple, si on met un 1, alors du coup vous avez compris que maintenant le 1 simple quote, enfin single quote, ce sera la base de notre injection SQL. On mettra tout le temps ça pour réussir à injecter. Alors on n'est pas obligé de mettre le 1, on peut mettre 2, 3, on peut mettre ce qu'on veut, on peut même ne rien mettre. Là normalement si je fais ça, alors il va rien afficher parce qu'il n'y a rien qui correspond à rien, mais normalement on n'a pas d'erreur. Vous voyez que ça ouvre, ça ferme, ça met rien dedans, ça ouvre, ça ferme, et là il y a juste un espace et il se passe rien. Ok. Donc, hop, et maintenant si je mets le mot-clé par exemple or, 1 égale 1, qu'est-ce qui va se passer? Alors normalement je vais avoir une erreur, hop, on peut avoir une erreur, donc on sait que ça trigger toujours, et si on a une erreur, ça veut dire que ce qu'on a mis, notre fonction, notre input n'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'on a une erreur alors que normalement la syntaxe devrait être correcte pour pouvoir l'injecter. Donc là, on avait vu que à chaque fois, dedans, on est obligé d'avoir deux single quotes. Une pour fermer, et on doit la rouvrir pour que la fin de la requête fonctionne. Donc là, on peut en remettre une pour la rouvrir, et on va voir ce que ça donne. Là, j'ai encore une erreur, ok, il n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'on peut voir que si on remplace, ça fait un 1, et ensuite, donc on referme, or égale 1, et derrière il essaie de la rouvrir, mais il n'est pas content. Donc ce qu'on va faire pour éviter que derrière il nous crache n'importe quoi et qu'il ne soit pas content, on va faire ceci. Ça, qu'est-ce que c'est? En langage SQL, ça veut dire des commentaires. Ça veut dire que on va fermer ceci, donc user ID est égal à, on ouvre la single quote, on met 1, on la ferme, et ensuite on va mettre où 1 est égal à 1, et ensuite tout ce qui est derrière on met en commentaire, pour dire tu m'ignores tout ce qui est derrière. Alors attention, au début quand vous êtes débutant, vous allez voir que si vous lancez ça, je copie, voilà, vous allez avoir une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait derrière, alors je ne sais pas exactement le pourquoi du comment technique, mais il faut mettre soit un espace,
Moi, pour être sûr, si je mets un caractère supplémentaire derrière, alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être un A, ça peut être ce que vous voulez, mais il faut obligatoirement que ça se termine par autre chose que les tirets-tirets. Il faut que derrière, il y ait au moins un espace. Donc si vous mettez un espace enfin un espace et quelque chose d'aléatoire, ça marchera obligatoirement. Donc là, on balance, et là, ok, chose surprenante, du coup, maintenant, ça nous affiche tout. Ça nous affiche l'ID 1, l'ID 2, l'ID 3, l'ID 4, l'ID 5. Ok. Donc, on peut voir que la requête, elle, correspond à ça. Select, donc tu vas m'afficher le first name, le last name, toujours de la table user. On met la condition soit que l'ID utilisateur est égal à 1, ou bien 1 égale 1. 1 égale 1, c'est toujours vrai, ça renvoie tout le temps true, peu importe, ce qu'on a avant. Donc même si derrière, même si avant on avait quelque chose qui n'existait pas, ça nous aurait quand même renvoyé tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, la condition, il faut qu'elle soit vraie pour pouvoir nous renvoyer quelque chose. Or là, c'est tout le temps vrai parce qu'on a un or 1 égale 1. Donc si on reprend ce qu'on avait avant, hop, mais qu'ici par exemple on remet un truc qui n'existe pas, normalement ça va nous renvoyer exactement la même chose. Alors effectivement, parce que hop, vous voyez derrière là, j'ai pas mis d'espace, donc il n'est pas content. Mais si je refais ça, on peut voir que ça fonctionne aussi parce que en fait là, toute la requête est vraie, soit si l'ID utilisateur est machin, bon là ce sera faux parce que ça n'existe pas, ou bien que 1 égale 1. 1 égale 1, c'est toujours vrai, donc on a une injection SQL, on met tout ce qu'il y a derrière en commentaire pour dire ok en fait j'ai pas envie que tu me rouvres le truc derrière l'apostrophe avec le point virgule parce que ça va poser des problèmes, du coup tu mets tout en commentaire, tu ignores tout ce qu'il y a derrière, et finalement notre requête à la fin elle ressemble à ça, elle est valide et elle fonctionne. Alors ici, je vous montre vraiment une injection SQL de base pour afficher les informations classiques qu'on avait au début, mais attention, je le précise, n'utilisez pas tout le temps ce payload-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, le problème, quand on utilise un OR, ici on fait un select. Select, c'est que pour de l'affichage. On ne va pas modifier les données, on ne va pas les supprimer, les modifier, en ajouter, tout ça. Donc ça ne pose pas problème. Par contre, vous savez, parce que là on sait que maintenant c'est un select, parce que de toute façon il y a le debug, mais au début, quand on tente de faire des injections SQL, on ne sait pas forcément, on sait pas forcément ce qui est fait derrière au niveau de la requête. Si jamais il y avait un update ici, et que j'utilisais ce payload-là, ou vrai, donc quelque chose qui est vrai ou faux, on s'en fout, ou quelque chose qui est tout le temps vrai, si j'avais un update, un delete ou un add, hein, ou un insert, eh ben, j'aurais modifié la table. Parce qu'en fait, c'est tout le temps vrai, et j'aurais, dans tous les cas, fait l'action. Et du coup, ça peut être problématique si vous êtes en pentest, que vous êtes sur un environnement de prod, et que vous altérez la table, la base de données, alors que c'est en production. Bon, je pense que le client va pas être très content. Du coup, toujours attention, en vrai, faudrait ne jamais utiliser or 1 égale 1. Et du coup, vous me dites, ok, c'est bien sympa, mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place de 1 égale 1? Eh ben, une autre solution, c'est, on reprend celle de base, on sait que, donc on trouve quelque chose de valide. On sait que l'identifiant 1 existe, c'est valide, ça nous affiche une information. Pour tester une injection SQL, on reprend la même base, mais au lieu de dire quelque chose qui est toujours vrai, ou 1 égale 1, on va faire l'inverse. On va dire, là je sais que c'est quelque chose qui est censé me renvoyer vrai, on va faire un AND, donc et 1 égale 2. Et on met derrière on met tout derrière en commentaire. Ça, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, normalement, vous allez voir que maintenant, ça m'affiche plus rien. Et là, on pourrait se dire, ok, du coup, le 1 existe, le 1 existait, mais tu fais un truc qui, en fait, n'affiche plus rien. Donc, c'est débile ce que tu fais. Non. Ça, en fait, c'est uniquement pour tester que l'injection SQL fonctionne. Ici, on peut voir que, en fait, ça va faire un select de quelque chose qui existe et quelque chose qui n'existe pas. S'il y a une injection SQL, ça veut dire que ça va également me prendre ce qu'il y a derrière. On a réussi à injecter ça. Et c'est le cas parce qu'en fait, normalement, on est censé afficher quelque chose qui existe. User 1, il existe, donc ça nous affiche l'information. Sauf que derrière, on a injecté quelque chose qui nous dit que c'est tout le temps faux. Or, 1 égale 1, c'est tout le temps vrai. Le AND 1 égale 2, ce sera toujours faux. Donc, ici, on a bien
réussi à injecter le and 1 égale 2. On a quelque chose de vrai et quelque chose de tout en faux. Le et, pour que le et soit true, se renvoie vrai, il faut que obligatoirement les deux opérandes soient true, soient positifs. Lui, il est positif, mais lui, il est négatif. Et du coup, ça nous renverra toujours faux. Et dans ce cas-là, comme on a toujours faux, ça ne nous envoie rien. Et ça nous prouve bien qu'on a réussi à injecter, enfin que c'est vulnérable là, une injection SQL. Voilà, donc ça c'était juste le petit point pour vous dire que attention avec le OR 1 égale 1, on ne sait jamais derrière ce qui se passe. Dans le cas d'un select, ça pose pas problème. Si on a un update ou quoi, avant de tenter de faire des injections avec un OR 1 égale 1, il faut toujours tenter le AND 1 égale 2. Ça change rien, ça nous indique juste qu'une injection SQL est possible. Voilà, donc ça c'était le petit point prévention. Si on retourne avec notre injection, on peut voir que du coup, ça nous a affiché toute la table. Ok. Sauf que là, c'est bien, ok, on a réussi à énumérer toute la table. Si on en avait 10 000, ben, on a affiché les 10 000. Mais on n'a pas plus que juste un first name, un surname. Un prénom et un nom de famille. Nous, on aimerait récupérer des mots de passe. Ok. Maintenant, entre en jeu un nouveau mot-clé qui s'appelle union. Si on va voir un petit peu SQL, on cherche union, à quoi ça sert. Union, en fait, ça, donc là, on va voir par exemple hop, si on va sur par exemple W3 School. Union, qu'est-ce que c'est? C'est un opérateur qui va nous permettre de combiner plusieurs résultats. Comment ça fonctionne? On a notre premier select classique, et ensuite on va faire un union, notre deuxième select. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va, entre guillemets, concaténer les informations, les différentes informations qu'on va afficher. Là, pour vous montrer concrètement, comme à chaque fois, on reprend notre base, sauf que au lieu de faire un AND, quelque chose pour vérifier que l'injection fonctionne, on va modifier ça et on va mettre notre union. Union, select 1. Ou alors select par exemple A. Quelque chose comme ça. Là, en théorie, notre requête est valide. Sauf que si on fait submit, on va avoir un nouveau message d'erreur. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, alors, l'utilisation de select n'est pas bonne parce qu'en fait, il y a un nombre de colonnes différents que vous essayez d'afficher. Si on retourne avant, effectivement, on voit que notre premier select ici, il fait le select de 2 colonnes. Il fait le first name qui va afficher ici, et il fait le last name qui va afficher également ici. Mais nous, le deuxième select qu'on a fait grâce au union, nous on a dit ok, tu vas m'afficher ça, et ensuite tu vas me concaténer uniquement une colonne. Mais du coup il est perdu lui parce qu'il nous dit ok, bah, tu concatènes la première colonne, enfin tu vas utiliser la première colonne, la deuxième colonne, mais ensuite tu me dis ok, en fait maintenant tu utilises qu'une colonne au lieu de deux, du coup il est perdu. Donc ce qu'on peut faire c'est select A, on va devoir sélectionner également deux colonnes. Donc par exemple A, virgule, B. Là si on... Alors je vais copier, hop. Si on balance, qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne. On peut voir que ça nous a affiché d'abord, donc user ID est égal à 1, donc ça nous a affiché le premier, et ensuite ça nous a fait un select de A et B, donc ça nous a affiché celui qui avait user 1, et ensuite ça a refait un autre select, donc un nouvel affichage, et on lui a dit maintenant en fait tu vas m'afficher A et B. Donc là on peut voir que first name on a bien A, surname on a bien B. Alors ici ça ne sert à rien de faire A et B, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc la toute première possibilité, enfin la toute première chose à faire lorsque on utilise union, c'est de réussir à déterminer le nombre de colonnes qu'on a. Ici c'est simple parce que on a la requête SQL directement sous les yeux, donc on voit que le select il en utilise 2. Mais si jamais on n'avait pas ça sous les yeux, on aurait dû faire par tâtonnement, comme je l'ai fait juste avant. D'abord, on fait un union, donc on met notre injection, union select avec un seul. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Bah, on ne sait pas. Si ça ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il y en a plus que un, donc on incrémente, on en met un deuxième. Si ça fonctionne toujours pas, eh ben on incrémente, on en remet un troisième. Si ça fonctionnait toujours pas et qu'on avait encore l'erreur comme à chaque fois, on augmentait jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'erreur et qu'on sache combien de colonnes on a. Le nombre de colonnes, bah, ça nous permet ensuite d'afficher les informations qu'on veut. Par exemple, ici, si j'en mets 3, nous, on n'a que 2 colonnes, donc si je fais un select de 3, voilà, j'ai un message d'erreur, comme à chaque fois, qui me dit « Attention, vous avez un nombre de colonnes différent ».
Donc ça nous permet, l'erreur nous permet de savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on modifie. Alors ici, ABC, c'est un peu moche, c'est pas très pratique. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le mot-clé nul. Le mot-clé nul, ça fonctionne de la même manière, sauf que ça va... En fait, c'est le mot-clé qui veut dire rien. Et du coup, ça nous permet de faire plein de nuls. On va faire nul, 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 jusqu'à arriver là où on veut. Alors, vous pouvez faire avec ABC ou 1, 2, 3, ou ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Mais c'est juste une autre façon de faire. Par exemple, ici, je balance ça, nombre de colonnes différentes, ok. Donc, j'en refais un deuxième nul. Hop, je submit. Ah, là, ok. Donc là, on peut voir que nul, en fait, ça n'affiche rien. Et on peut voir qu'on n'a plus de message d'erreur, donc ça a fonctionné. Ok. Maintenant, on va commencer à s'amuser et à pouvoir afficher des informations qui ne sont pas normalement affichables. Je reprends mon payload d'avant. Maintenant, je me dis, ok, je vais faire un peu plus d'énumération de la base de données. J'ai envie d'afficher son numéro de version. Ok. Via MySQL, la base de données MySQL, on sait parce que c'est du MySQL. Pourquoi? Parce que dans les différents messages d'erreur qu'on a eu, on peut voir que c'est bien du MySQLi qui est utilisé, donc on sait que c'est MySQL. Si on va chercher différentes cheat sheets, donc il y a par exemple Payload All the Things, il y a Actrix, il y a plein de sites comme ça qui répertorient on va dire des cheat sheets sur les injections SQL. Je vous mettrai comme à chaque fois tous les liens dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour, comme à chaque fois, c'est vraiment très pratique. Donc si je parle pendant injection SQL Injection, version MySQL, on va pouvoir voir que pour afficher la version, alors là ça va être chiant, un test monkey, on peut voir que voilà, pour afficher la version d'une base de données MySQL, c'est un select et on doit utiliser double arrobase version. Donc je vais copier, je vais refaire mon nul comme avant, et là le premier nul, je vais le remplacer justement par ceci. Donc là, qu'est-ce que ça va faire l'injection? Je submit, on peut voir qu'ici, hop, ça m'a affiché la version de la base de données. Donc, on a réussi une injection SQL avec le union select pour afficher la version. On peut voir qu'ici, ça l'a affiché dans le first name parce que je l'ai mis en premier. Le premier, c'est le first name, donc ça va l'afficher au niveau du first name. Si j'avais changé et que j'avais mis nul au début et version en deuxième, ça m'aurait affiché dans le surname. On peut refaire exactement la même. Alors, non, c'était pas ça. C'était, hop, select nul, hop, virgule nul. Donc là, si je reprends le version et que je le mets en deuxième, alors je vais faire un copier pour pas me manquer, on peut voir qu'il est passé en deuxième. Si je pourrais les mettre aux deux, alors ça ne sert à rien, mais je pourrais les mettre également au début, à inversion, et là ça va me les afficher dans les deux. Donc on peut voir qu'on a réussi à afficher ces deux informations-là. Enfin, on a affiché la version ici. Ok, on affiche la version, mais nous, on n'est toujours pas arrivé à ce qu'on voulait faire parce qu'on veut récupérer le mot de passe de l'administrateur. Donc, je reprends ma requête d'avant, sauf que là, du coup, à la place de version, alors je vais remettre le nul, à la place du nul, je veux afficher la base de données qui est utilisée actuellement via la requête SQL. Donc, ce que je vais utiliser, c'est un autre mot-clé qui s'appelle database. Hop, comme ça. Donc, c'est une fonction qui s'appelle database qui va nous permettre d'afficher le nom de la base de données qui est utilisée actuellement pour faire la requête. Je submit et on peut voir que le nom de la base de données, c'est DVWA. Alors, database, ça, je ne l'ai pas inventé. Encore une fois, si on va voir là-dedans, on peut regarder. Donc, le current user, c'est user, password tracker, alors, est-ce que, voilà, current database, ici, on peut voir que select database, ça nous permet d'afficher la base de données courante. Là, on pourrait utiliser, par exemple, user. Si on veut voir quel est l'utilisateur actuel avec lequel on fait les requêtes, on a remplacé juste database par user. On fait notre petit submit, et là on peut voir que l'utilisateur actuel c'est dvwa, et on a même l'adresse du Docker sur lequel tourne la base de données. Ok. Maintenant, on a ces informations-là, très bien. Maintenant qu'on a la base de données, on aimerait savoir la table. On aimerait connaître le différent nom des tables, lister les tables présentes sur cette base de données pour savoir laquelle on va devoir focus pour récupérer l'information qu'on cherche. Alors ici, on sait déjà que c'est from users, donc on sait déjà que c'est la table utilisateur, mais si on ne le savait pas et qu'on n'avait aucune idée de tout ça, eh ben, on aurait dû faire la chose suivante. Donc, on aurait dû select
table name. Donc on va sélectionner le nom de la table. Donc toujours nul, hein. Important parce qu'on a toujours notre select de deux colonnes. Donc on doit toujours matcher le même nombre de colonnes. Donc là on en a deux. Et on va rajouter, maintenant tu vas afficher la table table name from, donc de la table. Donc c'est une table qui est tout le temps disponible au niveau de MySQL qui s'appelle information schema.tables. Donc cette table, en fait, c'est une table, on va dire, système, tout le temps intégrée à MySQL, qui va, elle, contenir le nom de toutes les tables de la base de données. Si je submit, on peut voir que, voilà, il y a énormément de choses qui apparaissent. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on a une table all plugin qui existe, une table applicable roles, une table character sets, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, toutes les tables, en fait, qui ont des majuscules, elles sont pas pertinentes parce que c'est des tables système, ça ne nous intéresse pas. Donc nous, on va aller tout en bas, et on peut voir que les tables qui ont été créées par l'utilisateur, on a users, la table users, et la table guestbook. Donc là, on a les deux noms de table. Ok. Ensuite, on retourne, on retourne, on retourne. Donc là, maintenant, on a énuméré nos tables. On sait que on a la table users qui peut être intéressant et la table guestbook. Alors, on va directement se focus sur la table users parce que bah, on sait que voilà. Mais enfin, on sait que du coup, on veut la table users. On l'a vu avant, mais sinon on aurait pu le chercher dans les deux. Il y a une autre façon aussi, au lieu d'afficher tout ceci, vous vous rappelez quand on a fait l'affichage de la base de données ici, du nom de la base de données, c'est DVWA. Et bien en fait on peut reprendre une onde select nul, alors attendez, c'était laquelle? AAA, nul, table, voilà, c'était celle-là, paf. On pourrait prendre celle-là, et derrière, en fait, pour nous afficher que les tables utilisateurs et pas toutes les tables qui existent, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et ben en fait, on peut rajouter une condition where, alors table schéma est égal au nom de notre base de données. On avait vu que là, du coup, la base de données c'est DVWA, donc DVWA. Et là, en théorie, on devrait nous afficher que les tables utilisateurs qui existent. Donc là, on a users et on a guestbook. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à les voir dans la description. Je vous mettrai directement les commandes à taper pour que vous puissiez les reprendre facilement. Mais, encore une fois, c'est important de comprendre ce que vous faites. N'hésitez pas à essayer de taper un petit peu sur toutes les cheat sheets que vous trouvez, à expérimenter, essayer, je sais pas, d'injecter d'autres commandes, de voir d'autres tables, de sélectionner d'autres choses. C'est vraiment important de comprendre ce qu'on fait et comment ça fonctionne pour réussir des injections SQL. Donc maintenant qu'on a ça, on avait vu qu'on avait la table users et guestbook, donc on va afficher maintenant toutes les colonnes de cette fameuse table users. Donc on va reprendre un petit peu pareil, sauf que maintenant on va plus faire un select table, on va faire un select de colonne name, donc toujours nul pour en avoir deux. On va changer la table dans laquelle on va prendre ça, donc c'est toujours information schéma, mais c'est plus tables maintenant, c'est column, columns. Et ensuite, on va faire where, alors c'est plus table schema, c'est juste where la table, table name, alors table name, est égal à users, parce qu'on veut afficher la table users. Alors attention, ici, je crois qu'il ne faut pas le mettre en... Hop. Il ne faut pas le mettre en tant que strings, parce que sinon ça risque de poser problème. Alors je sais plus, mais je crois que c'est ça. Alors submit, là ils me disent unknown colon users in where clause, d'accord. Donc là apparemment il ne connaît pas. Alors select colon name from information schema columns, ok. Where table name est égal. Alors si du coup il faut le mettre, sinon il est perdu. CTRL C, voilà. Et là ça va nous afficher toutes les colonnes de la table users. Donc on peut voir qu'on a user ID, ok, ça ne nous intéresse pas. De toute façon, il est affiché normalement ici. On a le first name, ça on est au courant que c'était utilisé dans le premier select, il est affiché ici. Le last name qui est affiché ici, et tous les autres, on sait que ça existe, mais ils ne sont pas affichés. On a le user, on a le password, l'avatar, le last login et le fail login. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le champ password, la colonne password. Donc, maintenant qu'on connaît... Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le nom de la base de données, on connaît
le nom de comment ça s'appelle? Le nom de la table qu'on va aller voir, c'est users, et on connaît le nom de la colonne qu'on aimerait avoir, c'est password. Une fois qu'on connaît ça, on peut directement dumper la base de données. Pour dumper la base de données, donc on va dire plus le champ password, on va reprendre ce qu'on avait avant, sauf qu'on va encore modifier ceci. Donc on va modifier notre requête, paf paf paf, ça on enlève tout ça, hop. Donc on va recréer notre requête. On n'oublie pas que comme là dans notre premier select on a deux champs, on devra toujours en avoir deux. Donc le premier, on va afficher donc select password, on veut afficher la colonne password, on met le deuxième en nul parce qu'il faut toujours qu'on ait deux. From depuis la table qui s'appelle users, et normalement on devrait être bon à peu près comme ça. Je submit, et là qu'est-ce qu'on a? Là on nous affiche first name, un mot de passe, un deuxième mot de passe, un troisième mot de passe, un quatrième mot de passe. Donc là on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Donc, alors déjà on a réussi à récupérer les mots de passe, c'est déjà incroyable, mais là on ne sait pas forcément à qui il correspond. Donc on va modifier un petit peu notre requête pour que ce soit plus joli. Le mot de passe, on va plus le mettre en premier, on va le mettre en deuxième. Et on va dire, ok, en fait maintenant je veux que le premier tu m'affiches le first name. Donc on connaîtra le first name et le password associé. Hop, ok, submit. Et là, ok, donc on sait que admin, son mot de passe c'est ceci. Gordon, son mot de passe c'est ceci. Celui qui s'appelle Hack, son mot de passe c'est ceci, ainsi de suite, Pablo et Bob. Ok. Donc là, on a réussi à récupérer les mots de passe des utilisateurs. Alors ensuite, on pourrait, là, on peut voir que c'est un hash, c'est pas son mot de passe entier, mais si on va sur, par exemple, un outil comme Crackstation, donc en ligne, alors on aurait pu utiliser aussi hcat ou John pour craquer le mot de passe, enfin craquer le hash. Ici, on peut voir que si on le met, ça va nous trouver password, parce que le mot de passe de l'admin est connu et c'est password. Donc on a récupéré le mot de passe de l'administrateur. On aurait pu récupérer aussi le mot de passe, par exemple, de hack. Donc là, si je remplace et que je mets hack, quel est son mot de passe? Alors les voitures, là il y a une voiture, là il y a une voiture, là. Est-ce qu'il y a une voiture, est-ce que c'est considéré comme une voiture? Non. Et crack. On va voir que voilà. Le mot de passe de hack, c'est Charlie. Donc, on a réussi à récupérer tous les mots de passe. Alors, il y a un cas particulier, si jamais on veut afficher plus que deux champs. Ici, vous voyez qu'on a fait un select de first et password, mais on ne peut pas faire un select de plus. Pourquoi? Parce qu'on est bloqué par le fait que, ici, dans le premier select, on n'utilise que deux colonnes. Donc là, en théorie, select, on est obligé d'utiliser exactement deux colonnes. Alors, on peut bypasser ça, et je vais vous montrer tout de suite comment. C'est pas tout à fait vrai qu'on est obligé d'utiliser uniquement deux colonnes. On va voir ça tout de suite. Alors, il y a un mot-clé qui s'appelle concat. Alors, hop, est-ce que je peux reprendre une ancienne requête qui fonctionnait? Select, voilà, par exemple celle-ci, password nul, voilà. Là, en théorie, je peux en afficher que deux. Mais comme je viens de vous le dire, on a quelque chose qui s'appelle concat, qui est une fonction MySQL qui permet de concaténer plusieurs chaînes de caractères. Donc là, comme on l'utilise, on va juste faire concat, fonction, et dedans, on met tous les champs qu'on veut concaténer. Donc par exemple, si je veux concaténer first name, je vais mettre first name, virgule, par exemple, un espace, ou alors first name entre, hop, virgule comme ça. Ensuite, je vais afficher quoi? Je vais afficher le password, ok. Ensuite, je veux reconcaténer une virgule, et ensuite, je veux afficher, par exemple, le user ID. Alors, tous ces champs-là, ce sont les colonnes qu'on a identifiées avant, donc on sait qu'elles existent. Et normalement, une fois qu'on a fait ça, là, en théorie, c'est censé ne pas fonctionner. Parce que ici, on affiche quoi? On affiche le first name, le password et le user ID. On est d'accord que c'est plus que deux. Là, le select, il n'en utilise que deux. Mais on va quand même réussir à afficher les informations. Pourquoi? Parce qu'en fait, le concat, c'est considéré comme un seul select. C'est considéré comme une seule chaîne de caractères. Donc en fait, on va lire comme si on avait fait plusieurs selects et qu'on les avait regroupés, on les avait concaténés dans un seul. Donc en fait, on peut voir que grâce à cette technique de concat, concaténer plusieurs chaînes, on peut afficher plusieurs informations dans un seul champ. Ici, j'ai concaténé, si on reprend ma requête, bon, on peut la voir ici, hop, je vais aller un peu plus par là, voilà. On peut voir qu'en fait, ma requête, j'ai concaténé le first name, qu'on retrouve ici,
J'ai concaténé ensuite une virgule, qu'on retrouve ici. J'ai concaténé le password, donc on nous affiche bien le password. Et ensuite, derrière, j'ai reconcaténé avec une virgule l'ID utilisateur. Donc ici, dans le first name, j'ai enfin, dans la partie first name, donc dans le premier, j'ai affiché la concaténation du first name, du password et du user ID. Et dans le deuxième, j'ai toujours le nul. Donc grâce à ça, on va pouvoir afficher plein d'informations, alors qu'on était censé, à la base, pouvoir n'afficher que ceci. Donc, il y a également d'autres types d'injections SQL. Là, on a vu vraiment que, on va dire, la classique, avec un select et surtout un union. Union, très important, vous l'utiliserez presque tout le temps quand vous ferez des injections SQL. Donc, c'est important de savoir comment ça fonctionne et de vous entraîner là-dessus. Mais il y a d'autres types d'injections SQL, comme on peut le voir ici. Il y en a qui s'appellent en blind. Blind, ça veut dire que c'est invisible, et en théorie, ça veut dire que en fait, on n'a pas la vue sur ce qui est balancé. Ici, on peut voir que ça nous affiche directement les informations de l'utilisateur. En blind, ça ne nous affiche pas par exemple les informations, ça va juste nous dire si l'utilisateur existe ou n'existe pas. Mais ça va rien nous afficher de plus. Et du coup, il y a des techniques par rapport à ça, toujours avec la même tête d'une injection SQL, qui va nous permettre de brute forcer les différents champs pour savoir si quelque chose existe ou pas. Et on va se baser sur les messages d'erreur, ou alors par exemple sur le temps de réponse de l'injection, enfin le temps de réponse de la base de données, pour savoir si quelque chose existe ou pas. Alors c'est un peu plus complexe, si cette vidéo marche bien et que ça vous intéresse, on pourra le voir dans une autre vidéo, mais en attendant, on va rester là-dessus. Aussi, chose importante, dans DVWA, alors je ne vous l'ai pas montré au début, mais ici on peut voir qu'on a, on a un bouton qui s'appelle View Source. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre, on peut voir qu'il va nous afficher le code source de l'application. Donc on peut voir qu'ici, hop, alors on peut voir que là, moi c'est le bout de code que j'ai rajouté dans PHP pour pouvoir afficher ceci. Normalement, c'est pas censé y être de base, mais je l'ai rajouté pour, pour le bien de la vidéo. Et on peut voir que le code PHP qui utilise, euh, voilà, qui fait une connexion à la base de données et qui lance la requête MySQL, c'est la suivante. Donc on peut voir que la query de base, c'est celle-ci qui est faite. Et on peut voir que l'ID, il est passé directement comme ça depuis l'entrée utilisateur sans être, comment on appelle ça? En français, alors en anglais c'est sanitize, en français je sais plus comment on appelle ça. Vous allez voir la traduction, sanitize c'est ouais, c'est désinfecter, c'est assainir, c'est en gros vérifier l'entrée utilisateur. Ici on ne vérifie rien. En général, quand on ne vérifie, enfin en informatique, quand on ne vérifie pas l'entrée utilisateur, ça se termine souvent très très mal. Et c'est le cas ici. Si on ne vérifie pas l'entrée utilisateur, il peut rentrer ce qu'il veut et du coup directement taper dans la base de données. Et du coup là, la question à se poser, c'est comment peut-on faire pour sécuriser une injection SQL? Eh bien, c'est très simple. Donc on va changer le mode dans impossible. Donc là, le mode de sécurité impossible, comme son nom l'indique, c'est juste pas possible d'injecter, enfin d'exécuter la vulnérabilité. Ici, par exemple, l'injection SQL, on peut mettre ce qu'on veut, normalement, c'est plus censé fonctionner. Si on met ça, hop, ça ne fonctionne plus. Et si on va voir le code source, alors c'est assez simple en vrai à sécuriser les injections SQL, il faut utiliser la fonction prepare pour préparer la base. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va directement, donc là, l'entrée utilisateur, on peut voir qu'on récupère l'ID via le get. Là, on ne fait pas forcément de modification dessus, mais on va juste la passer comme ça, comme c'était avant, via la fonction prépare. Et cette fonction, en fait, justement, va empêcher toute injection SQL. Donc, à partir du moment où dans un code, vous avez un prepare comme ça, avec une requête SQL, peu importe ce que l'utilisateur rentre, tout sera échappé, tous les caractères précieux sont échappés, donc ce sera impossible d'exécuter une injection SQL sur une requête qui utilise un prepare. Donc très important, si vous voulez sécuriser votre application, utilisez automatiquement prepare, ne faites pas juste appel à une requête SQL sans passer par cette fonction-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était vraiment qu'un aperçu au début, j'espère que j'ai été assez compréhensible et que vous en aurez appris pas mal. N'hésitez pas à aller faire un tour directement sur DVWA, à l'installer de votre côté et à vous amuser à faire différents types d'injections, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, comment énumérer.
Là, on a vu vraiment que la surface avec une injection classique en Union, en utilisant le mot-clé Union. Donc n'hésitez pas à aller faire vos tests par vous-même. Toutes les ressources seront dans la description. N'hésitez pas à laisser les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Allez, bye bye.